C'est l'heure du journal de l'Afrique. Soyez les bienvenus sur France 24. À la une ce soir, Kais Saïed, réélu à la tête de la Tunisie, il a remporté très largement la présidentielle de dimanche, selon les résultats préliminaires. Plus de 90% des voix au total. Le taux de participation était historiquement bas. Nous serons à Tunis dans un instant. Le Rwanda lance une campagne de vaccination contre la fièvre Marburg, une fièvre hémorragique cousine d'Ebola qui a déjà fait 12 morts dans le pays. Le vaccin est expérimental, mais la maladie est extrêmement létale. Le taux de décès peut atteindre les 88%. Les précisions à Kigali dans ce journal. Et puis Macky Sall, l'ancien président sénégalais qui démissionne de ses fonctions d'envoyé spécial du Pacte de Paris pour les peuples et la planète. L'ex-président sénégalais préfère se consacrer entièrement aux législatives du 17 novembre. La correspondance à Dakar à suivre. C'est donc Kais Saïed qui a remporté la présidentielle en Tunisie. Seuls 2 candidats ont pu se présenter contre lui. L'un d'entre eux, Aïchi Zemel, avait été condamné à de la prison ferme dans plusieurs affaires juste avant le scrutin. Le président sortant enregistre un score de 90% des suffrages avec un taux de participation historiquement bas de 27%. Lilia Blaise à Tunis. C'est une victoire confirmée pour le président Kais Saïed qui a remporté 90,6% des suffrages selon les résultats préliminaires annoncés par l'instance électorale ce lundi. Ses concurrents, l'ingénieur et ex-député Ayachi Zamel, qui se trouve actuellement en détention, a remporté 7,3% des voix, tandis que l'ex-député panarabiste Zouher Marzaoui n'a récolté que 1,9% des votes. Alors ces résultats, comme je vous le disais, sont préliminaires. Il reste un mois pour faire des recours et les résultats définitifs devraient être annoncés le 9 novembre prochain. Alors on ne sait pas encore quelle va être la réaction de l'opposition. Une grande majorité de partis avaient déclaré ne pas reconnaître le processus électoral qui avait été entaché, selon leurs mots, de nombreuses irrégularités. Autre donnée de ce scrutin, le faible taux de participation. L'instance électorale l'a confirmé ce lundi, 28,8% seulement de taux de participation, avec une très grande désaffection des jeunes. Seulement 6% des électeurs âgés entre 18 et 35 ans se sont rendus aux urnes ce dimanche, alors qu'ils représentaient le plus gros contingent électoral. Le président Kais Saïed n'a pas commenté ce fort taux d'abstention. Il s'est rendu dès dimanche, après la sortie de sondages donnant déjà des résultats, vers son QG et l'avenue Habib Bourguiba, où il a célébré sa victoire. Il a déclaré qu'avec ce scrutin, les Tunisiens parachevaient la révolution et qu'il allait, selon ses mots, assainir le pays de tous les corrompus et les comploteurs. Élection sous tension au Mozambique. Le pays doit élire ce mercredi son prochain président et son parlement dans un contexte économique morose et un climat sécuritaire toujours inquiétant dans le nord du pays en raison des violences djihadistes. Les enjeux et les candidats avec Laurent Berstécher. Il y a un an, personne ou presque n'avait entendu parler de lui. Mais Daniel Chapo est aujourd'hui le favori pour succéder à Filipe Nyusi à la tête du Mozambique. Lors de son dernier meeting de campagne ce dimanche, le candidat exhortait la foule à renouveler sa confiance en Frélimo, le parti au pouvoir depuis 50 ans. Le 9 octobre, vous allez élire la personne qui dirigera le pays pour les 5 prochaines années. Face à Daniel Chapo, Oussoufo Momadé, chef du parti d'opposition Renamo, est de nouveau en lice pour la présidence. Candidat malheureux en 2019, il n'a jamais caché sa méfiance envers la commission électorale du Mozambique, l'accusant de fraude à plusieurs reprises. Le parti Renamo n'accepte pas cette manipulation qui représente une atteinte à la démocratie. Autre candidat à suivre, Venancio Mondlane, qui connaît une ascension fulgurante depuis son départ de Renamo il y a 5 mois. Charismatique et provocateur, il n'hésite pas lui non plus à remettre en question l'intégrité du processus électoral. Et s'il est loin d'être favori, ses discours enflammés ont su mobiliser une jeunesse mozambicaine désireuse de changement. Le vainqueur de l'élection devra faire face à des défis de taille et notamment redresser l'économie de l'un des pays les plus pauvres du monde, mais surtout s'attaquer au problème de l'insécurité, alors que les attaques djihadistes continuent d'empêcher l'exploitation d'importantes réserves de gaz naturel au Mozambique.
Au Sénégal, Macky Sall renonce à ses fonctions d'envoyé spécial du Pacte de Paris pour les peuples et la planète. L'ex-président sénégalais préfère se consacrer entièrement aux législatives du 17 novembre prochain dans son pays. Il mène la coalition de l'opposition Taku Wallu. Les précisions à Dakar, Deli Mandao. Dans une lettre adressée au président français Emmanuel Macron, Macky Sall justifie son retrait de ce poste d'envoyé spécial de Paris pour les peuples et la planète par son nouvel engagement politique, car il est investi tête de liste de la coalition Taku Wallu Sénégal pour les législatives du 17 novembre au Sénégal. Cette coalition réunit notamment l'APR, son parti et le parti de l'ancien président Abdoulaye Wade, le PDS. Cette investiture est, selon Macky Sall, incompatible avec ses fonctions d'envoyé spécial de Paris pour les peuples et la planète. Son nouvel objectif politique est ainsi de barrer la route au PASTEF, le parti au pouvoir pour ces législatives, dont le principal enjeu est de savoir qui du pouvoir et de l'opposition aura une majorité à l'Assemblée nationale. Une interrogation subsiste cependant, c'est de savoir si Macky Sall sera de retour au Sénégal pour battre campagne ou va-t-il piloter cette campagne électorale depuis l'étranger, car si les démissionnaires de ce poste d'envoyé spécial de Paris pour les peuples et la planète, il est depuis fin septembre président du Centre mondial de l'adaptation au changement climatique en remplaçant l'ancien secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon. Cette campagne de vaccination contre le virus Marburg au Rwanda, ce virus cousin d'Ebola, a déjà fait 12 morts en 2 semaines. Le pays va administrer 700 doses d'un vaccin encore en phase expérimentale. C'est la première fois qu'il est déployé sur le continent. Cette maladie a un taux de mortalité qui peut atteindre les 88%. Les précisions à Kigali de notre correspondant Clément Dirome. Les premiers vaccinés contre le virus de Marburg au Rwanda sont les cas contacts identifiés et les personnels de santé en première ligne donc contre cette fièvre hémorragique mortelle qui a déjà tué 12 patients depuis fin septembre. Alors officiellement, il n'existe pas de vaccin approuvé par l'OMS, mais les 700 doses envoyées par le laboratoire américain Sabin Institute sont en phase de test depuis 1 an déjà en Ouganda et au Kenya, sans problème connu pour l'instant selon le laboratoire. C'est la première fois cependant que ce vaccin est déployé lors d'une telle épidémie et il n'est pas autorisé par l'OMS en dehors des régions infectées. Les chercheurs de ce laboratoire travaillent aussi sur Ebola qui est dans la même famille de virus. Marburg a déjà infecté 46 personnes ici et plus de 1700 Rwandais ont déjà été testés. En plus du vaccin, le Rwanda a aussi reçu certains antiviraux à l'essai qui permettent de lutter contre la fièvre hémorragique. Pour le moment, les autorités ont refusé toutes les demandes de tournage de France 24 liées à l'épidémie pour des raisons de sécurité. Et en République démocratique du Congo, la campagne de vaccination contre le Mpox démarre tout juste et elle se limitera pour l'instant qu'au personnel de santé. Le pays n'a pas reçu assez de doses et leur acheminement reste très compliqué. La RDC doit aussi se préparer à faire face et à faire barrage à l'autre épidémie de Marburg à sa frontière rwandaise, comme nous l'explique Bruno Lemarquis, coordinateur humanitaire pour les agences des Nations Unies en RDC, au micro de notre correspondante Aurélie Bazara-Kibamboul. La vaccination est une des réponses, mais ce n'est pas la seule réponse. Donc il faut vraiment se mobiliser sur tous ce qu'on appelle les piliers de la réponse, y compris la réponse communautaire. Il faut activer des relais communautaires. Ce sont vraiment les communautés à la base qui sont les premiers agents de la prévention, la communication, la surveillance, l'isolement, la prise en charge. Donc il faut travailler sur tout. La RDC doit également se préparer, notamment au niveau de ses points frontières, pour la fièvre de Marburg, qui est maintenant, qui a été déclarée au Rwanda. C'est une maladie très dangereuse, avec un taux de létalité très élevé. Donc il faut vraiment que la RDC se prépare à cette nouvelle maladie. Et toujours en RDC, le processus d'indemnisation des victimes de la guerre des 6 jours est relancé. Pour rappel, en 2000, en pleine deuxième guerre du Congo, le chef-lieu de la province de la Chopo avait été le théâtre d'affrontements meurtriers entre les deux armées d'occupation, rwandaises et ougandaise, présentes dans l'est du pays. Les combats avaient fait plus de 1000 victimes civiles et plusieurs centaines de blessés. La correspondance à Kinshasa d'Aurélie Bazara-Kibangula.
L'attente a été longue pour les victimes de la guerre de 6 jours à Kisangani. 24 ans après, les premières indemnisations ont été débloquées. 600 victimes identifiées ont reçu une première tranche de $2000 chacune. Alors le processus d'identification des victimes est fastidieux. Des milliers d'autres dossiers sont en cours d'examen. Pour rappel, en février 2022, l'Ouganda a été condamné par la Cour internationale de justice à verser par tranche 325 millions de dollars à Kinshasa, une somme destinée à réparer les violences perpétrées lors de l'invasion des troupes ougandaises dans l'est du pays à partir de 1998. Il y a des critères, c'est-à-dire il y a des dommages aux personnes liés aux pertes de vies humaines, il y a des dommages sur base de blessures qui sont mutilées, graves ou légères. Il y a le déplacement de la population, l'enrôlement ainsi que le déploiement des enfants soldats. Mais en même temps aussi, il y a des viols et violences sexuelles. Et aujourd'hui, c'est une fierté que le monde apprendra que désormais, à l'issue de ce qui se passe en République démocratique du Congo, tous les actes ne resteront pas impunis. Ce processus d'indemnisation des victimes de la Deuxième Guerre du Congo avait commencé en juin, mais les associations de victimes de la province de l'Atshopo avaient dénoncé la lenteur du processus et surtout sa mauvaise gestion des fonds. Alors pour relancer le processus, une nouvelle équipe d'animateurs a donc été mise en place. Reste à identifier aussi les victimes des autres provinces concernées, à savoir l'Ituri, le Haut et Bawele. C'est la journée mondiale du coton. Pour l'occasion, des acteurs majeurs de la filière, des représentants des gouvernements et d'organisations internationales se réunissent pendant 2 jours à Cotonou au Bénin. C'est la première fois qu'un tel événement est organisé sur le continent africain. Au menu, la production et surtout la transformation et la commercialisation du coton. L'objectif est que 50% du coton soit transformé en Afrique contre 10% aujourd'hui. Écoutez. Nous avons décidé pour la première fois, avec l'appui et l'accompagnement de l'Organisation mondiale du commerce, d'organiser la 6e édition mondiale de la journée du coton à Cotonou, afin que nous puissions poser un débat africain sur le coton. Poser un débat africain. Je pense qu'il faut avoir le courage et avoir la sincérité de poser ce débat en Afrique pour que nous puissions, dans une démarche structurée, nous approprier de toutes les contraintes et des perspectives de développement de cette culture qu'est le coton, pour nos cotonculteurs, pour nos économies et pour nos populations. Voilà, propos recueillis par Emmanuel Sodji, notre correspondante au Bénin. C'est la fin du Journal de l'Afrique. Merci aux équipes en régie, merci à notre chef d'édition Célia Caracena, merci à nos correspondants et merci à vous pour votre fidélité. Restez avec nous, l'info continue sur France 24.